va d'abord faire un petit cadrage en fait sur ce qu'on appelle tiers-lieu ou lieu créatif pour un petit peu, disons, balayer ce domaine qui est assez foisonnant en fait. Quand quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout une spécialiste du sujet commence à s'y intéresser, c'est quand même très très riche et c'est assez difficile en fait de s'y retrouver. Donc on parle de tiers-lieu, c'est une terminologie qui vient un concept qui vient de la sociologie. C'est M. Ray Oldenburg en premier qui en a parlé dans un ouvrage qui a fait date et en fait qui a inspiré beaucoup de monde. Et il a expliqué en fait qu'il y a différents lieux de socialisation. Les premiers lieux qui sont en général l'espace privé, les seconds lieux le travail et enfin des troisièmes lieux. Donc ces fameux tiers-lieux qu'on va traduire en français par tiers-lieux. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Ça peut être tout espace de socialisation qui se trouve en dehors des deux premières sphères et qui en fait permet véritablement un échange en fait entre les personnes et une véritable vie citoyenne, civique, politique, mais également la créativité, différentes formes de créativité. Et sans ces tiers-lieux, en fait, on observe un délitement de la vie sociale, culturelle, et donc qui est très préjudiciable. Lui partait du constat, en fait, aux États-Unis, où les formes d'urbanisation hyper extensives qu'ils ont connues, en fait, avaient complètement détruit, en fait, ce lien social. Donc, est-ce que nos fameux lieux créatifs sont des tiers-lieux ou sont des tiers-lieux en devenir? On le souhaite. Ils doivent avoir certaines caractéristiques, à savoir la neutralité par rapport à l'environnement personnel ou professionnel, une forme d'accessibilité, donc qu'elle soit physique. Bon, ici, par exemple, vous voyez, quelqu'un en fauteuil n'aurait pas pu venir. Donc c'est un petit problème, c'est des problèmes à réfléchir en amont, mais une accessibilité aussi qui doit être pécuniaire. Il ne faut pas non plus que l'argent soit un barrage. Voilà. La présence d'habitués est très importante en fait, puisque c'est eux qui vont donner la couleur au lieu, une âme. Souvent, l'animateur ou le médiateur va jouer ce rôle, mais s'il n'y a pas de relais de la part en fait, des personnes qui fréquentent ce lieu, disons que la dynamique ne prend pas, c'est un peu dommage. Et l'ouverture, qui est très importante, puisque tous les habitués sont au départ des nouveaux venus, donc il faut rester dans cette posture d'ouverture par rapport aux gens qui ne fréquentent pas habituellement le lieu. Voilà, les différentes fonctions des tiers-lieux, c'est de niveler. Donc, quand on rentre dans un tiers-lieu, normalement, on enlève sa casquette, on laisse tomber son rang social, où on se rencontre d'humain à humain et on échange. Donc, c'est quand même le but principal, c'est de rencontrer les amis, de rire, de se détendre, d'après M. Oldenburg, et d'échanger des idées. Ça, c'est très, très, très important pour lui parce que le débat va permettre de trouver des solutions à des problèmes collectifs. Et enfin, de générer un capital social grâce à la mixité, grâce à l'entraide, donc mixité des cultures, des expériences, des connaissances, et grâce aussi à un climat de confiance très important. Voilà, depuis une dizaine d'années, nous, on a vu émerger donc beaucoup de lieux créatifs qui sont apparus partout dans le monde. C'est un phénomène vraiment mondial et il touche aussi bien les villes que le milieu rural. Donc c'est assez intéressant aussi d'observer qu'est-ce qui se passe. Alors je les ai, disons, scindés en 3 grands groupes pour faire une typologie rapide. Il y a les espaces de coworking, on parlera ensuite des Living Labs et enfin des Fab Labs. Mais bon, sachant que les catégories sont poreuses, c'est-à-dire que souvent dans les Fab Labs, vous avez des espaces de coworking, etc., etc. Donc attention à cette typologie un peu à la hache. Donc ils ont été créés, ces espaces de coworking, donc de travail partagé, à l'origine pour permettre à des travailleurs indépendants de se retrouver dans un espace de socialisation qui soit, disons, aussi riche que l'entreprise, plutôt que de rester isolés à la maison. Alors là, ça leur permettait de rencontrer d'autres personnes, de mixer les compétences, les connaissances et peut-être, pourquoi pas, de s'orienter vers des projets communs. Voilà. Et ils sont devenus, en fait, ces espaces de coworking, des éléments stratégiques, à la fois pour les firmes, donc certains grands groupes, comme, on ne les citera pas, mais, enfin, on les citera pas, si, on va les citer, comme Google, toutes les firmes de la Silicon Valley, dans les nouvelles technologies, ont tendance à intégrer dans leur développement
des espaces de coworking, et certains territoires aussi. C'est-à-dire que beaucoup de territoires ruraux se sont emparés de cet outil de façon en fait, à créer des conditions propices. Donc, je ne sais pas si on la voit bien, oui on la voit bien. Les espaces de coworking dans le monde en 2013, on peut constater en fait qu'ils sont partout. Donc on en trouve essentiellement évidemment en Europe et en Amérique du Nord, mais vous en trouvez en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Alors, pour mémoire, le premier a été officiel. Il y a eu des prototypes, enfin des proto-espaces de coworking, mais le premier officiellement créé se crée à San Francisco, dans la Silicon Valley, en 2005, donc il y a à peine 10 ans. Et maintenant, il y en a plus de 4000 dans le monde qui sont recensés. Bon, après, c'est un recensement qui n'est peut-être même pas exhaustif, parce qu'ils s'en créent tous les jours de nouveau. Et la croissance est assez exponentielle, c'est-à-dire que leur nombre a tendance à doubler chaque année. D'accord. Alors pour l'instant, le rythme est extrêmement soutenu. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va se passer? On va bien voir. En France, regardez, le premier a été créé en 2008 à Paris et à l'heure actuelle, on en a plus de 300. Bonjour. Alors pour vous donner des exemples d'espaces de coworking, ici dans une grande firme, chez Expedia, où on voit qu'il y a on a réfléchi à l'architecture intérieure, de façon à ce que les gens aient des espaces de travail, qu'ils puissent s'isoler aussi pour travailler. On travaille selon de différents modes, on va dire, puisque vous voyez, on voit ce jeune homme qui est allongé, voilà, dans une entreprise classique, ça ne se rencontrerait pas tellement. Voilà, alors que c'est tout à fait accepté et acceptable dans un espace de coworking. On voit aussi qu'il y a des espaces de détente pour manger, pour s'amuser, pour que les gens en fait fassent des pauses, puisqu'on s'est rendu compte de toute façon qu'on ne pouvait pas être productif à heure donnée, etc. Donc c'est pour, disons, dans certaines grandes firmes, pour faciliter le travail par projet et la créativité de leurs employés. Voilà, d'autres exemples en France, donc on voit ici la Ruche à Marseille, Biotop à Paris, ou encore en zone rurale, l'Arrêt Minute, donc dans un petit village. Donc on voit qu'il y a un foisonnement de ces espèces de coworking, à la fois voilà, en interne et en externe. Et il existe un autre type en fait de tiers-lieux ou lieux créatifs, ce sont les living labs, donc les fameux laboratoires vivants. Donc on essaye de faire descendre la recherche en fait des laboratoires, de la mettre sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'on a changé de modèle d'innovation aussi, à savoir qu'on est plutôt dans de l'innovation ouverte et on voudrait que l'innovation soit centrée sur l'usager. Donc est-ce que voilà, l'objectif des Living Labs, c'est quand même de mettre les gens en situation, de leur permettre de tester les nouvelles technologies, les nouveaux usages, les nouveaux services qu'on peut leur proposer, et on en attend un retour, voire qu'ils soient vraiment des acteurs, et qu'ils deviennent des acteurs clés en fait de l'innovation. Donc pareil pour les Living Labs, regardez, dans le monde, il y en a partout. C'est une carte du réseau européen ENOL. Donc il y a une sous-représentation évidemment américaine, puisque voilà, dans le réseau européen, vous trouvez surtout des Européens. Mais bon, j'ai pas trouvé de cartographie sympa aux États-Unis, mais il y en a énormément, de Living Lab. Et en gros, en fait, en 2006, le réseau européen s'est créé, et à ce jour, il y a plus de 400 membres et une quarantaine de pays sont représentés, et ce nombre est en constante évolution. Et la tendance est la même, évidemment, aux États-Unis. Donc, par exemple, un exemple de Living Lab, c'est la Smart House à Madrid, une maison orientée domotique, avec toutes les dernières technologies nouveaux cris que les utilisateurs peuvent tester, avec aussi, vous voyez, tout est réfléchi pour l'accessibilité, c'est la maison intelligente de demain, qui va être décarbonée, etc. Voilà. Le MIT, évidemment, a développé lui aussi ses propres Living Labs, eux plutôt autour de leur campus.
où ils réfléchissent à des problèmes de mobilité, d'économie d'énergie et d'innovation également dans le bâtiment. Voilà. Ensuite, une autre catégorie, entre guillemets, de tiers-lieux ou de lieux créatifs, ce serait les Fab Labs. Alors, le Fab Lab, c'est le laboratoire de fabrication, c'est-à-dire que c'est un lieu qui se veut ouvert au public et qui met à sa disposition des outils. Ces outils, ça peut aller de la perceuse à la ponceuse, en passant par l'imprimante 3D, la découpeuse laser, des choses beaucoup plus compliquées a priori à utiliser. Et donc l'objectif étant donc de concevoir, de réaliser, de prototyper, puis de réparer les objets. Voilà, c'est de fait un espace de création collaborative. Alors ici on voit le Creative Lab ici Montreuil, donc on voit qu'on mêle des ateliers bois, métal et un Fab Lab, donc avec des outils numériques donc à disposition. Ici, on voit quelques projets. On voit aussi que, voilà, à Baltimore, une guitare, quelqu'un qui voulait fabriquer une guitare personnalisée. On voit aussi que dans les territoires ruraux, là, on voit le Fab Lab en haut à gauche. Vous avez le Fab Lab à Dole, donc en plein territoire rural aussi. Et enfin, un enfant à qui on a donné la possibilité d'expérimenter. Et on voit que les enfants sont très à l'aise également. Donc ça s'adresse à tout public, toute génération confondue. Il n'y a pas de... Voilà, ça touche autant la création personnelle que peut-être des découvertes plus collectives. Voilà. Enfin, justement, comme ma catégorisation, ma typologie ne me convenait pas tellement, il y a d'autres types de lieux créatifs qu'il faut souligner. Donc, tout ce qui est cantine numérique, on est un peu dans l'esprit du coworking, mais avec d'autres dimensions. Les Hack Lab, Media Lab, Art Lab, donc sont plutôt des labs qui sont orientés, qui sont dans le même esprit, mais qui sont orientés plutôt sur les médias alternatifs ou sur les services informatiques ou plutôt orientés vers les activités artistiques. Et enfin, des événements temporaires qui prennent une ampleur chaque année assez importante, c'est les fameux camps. Donc le Fab Lab Summer Camp, l'Open Bitouille Camp, vous en avez peut-être entendu parler, donc des événements qui peuvent être courts, de la durée d'un week-end, ou beaucoup plus longs. C'est le cas de POC21, l'Innovation Camp, là, qui a duré pendant 1 mois, où en fait on a cherché à développer des nouvelles solutions pour la planète, donc une économie décarbonée. Donc je vous ai mis en photo l'équipe d'une centaine de citoyens, de chercheurs, de concepteurs, de bidouilleurs, de hackers, etc. Et qui ont travaillé sur une douzaine de projets. Là, je ne vous en ai mis que 3 en exemple. Un exemple, par exemple, Sun Villa, c'est une mini-centrale photovoltaïque, donc qui est mobile, que l'on peut déplacer et qui peut permettre temporairement d'alimenter comme un groupe électrogène, mais sans les nuisances du groupe électrogène, dans tout type d'espace. Donc ça veut dire aussi au fin fond peut-être du désert, ou voilà. Donc il y a quand même de belles perspectives par rapport à ce type d'innovation. Ce sont des innovations ouvertes, c'est-à-dire que vous pouvez après aller sur le site de la POC21 et télécharger les tutoriels si vous êtes un peu un bidouilleur. Voilà, si vous avez accès à un Fab Lab, parce que quand même je pense qu'il faut un peu d'aide, il faut certaines compétences. Voilà, même chose pour le projet Hacker, c'était pour fabriquer des bacs pour faire pousser des plantes en milieu urbain, de façon à renforcer la biodiversité dans nos villes et à compléter l'alimentation urbaine avec des produits frais. Et enfin, mon attention a été attirée par cette éolienne qui normalement coûte moins de 30 €. Donc je trouve ça assez formidable. Donc j'ai vu le petit tutoriel, bon, il faut quand même s'y connaître un peu ou être aidé. Mais voilà, il est tout à fait en libre accès. Voilà, en conclusion, je voulais vous dire donc, que cette multiplication des tiers-lieux, de leur prolifération, presque on peut dire, parce qu'il y en a de plus en plus partout, qui touchent tous les espaces, toutes les générations peuvent être concernées. Ça questionne, puisque quel va être leur impact sur notre qualité de vie, sur nos modes de vie,
quel va être l'impact sur la créativité artistique ou culturelle, les innovations sociales ou technologiques, et quel va être leur impact aussi sur le rythme de ces innovations, parce qu'on dit qu'ils raccourcissent les temps de prototypage et de test, et les phases de test. Et enfin, in fine, ce qui nous intéresse quand même tous, au premier chef, est-ce que ces fameux lieux créatifs, tiers-lieux, vont avoir un impact sur le développement économique de nos territoires, et en particulier sur les emplois? Est-ce qu'ils vont rester ancrés sur les territoires?